24 News, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette édition et voici les titres. Le Front social en ébullition au Maroc, de nouvelles manifestations sont attendues sur fond de cherté de la vie et de baisse sensible du pouvoir d'achat. Le Rwanda commémore le 29e anniversaire du génocide contre les Tutsis, l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Afrique, et également la voie de la rédemption rwandaise. Un regain de tension en mer de Chine. Pékin entame des exercices militaires au détroit de Taïwan et déploie des navires de guerre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Palestine, quelques 140 000 fidèles ont effectué vendredi la prière du soir Tarawih dans un contexte d'escalade sioniste contre les Palestiniens aux abords et dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa et sur fond d'intimidation à travers le renforcement du dispositif policier et la fermeture de plusieurs accès à la ville sainte par les autorités sionistes afin d'empêcher les fidèles de se rendre à la mosquée. Et c'est dans ce même contexte d'escalade que les crises et les agressions sionistes contre les Palestiniens se sont poursuivies vendredi au lendemain d'une nuit de terreur à Gaza et à Al-Quds. Plusieurs Palestiniens ont été blessés lors de la répression par les forces sionistes de manifestations pacifiques, notamment à Gaza, où un enfant de 12 ans a été blessé à la suite d'une frappe aérienne opérée par l'aviation militaire à Khan Younes. Deux autres, dont un enfant de 16 ans, ont été blessés par balle lors d'une incursion sioniste dans le village de Bekin, à l'est de Jenin. Et à Al-Quds occupé, 22 personnes ont été interpellées, alors que dans le même temps, les attaques et les destructions des biens publics et privés par les colons sionistes se poursuivaient à Naplouse et notamment à Beit Lahm. Nous vous lisions lors de nos précédentes éditions, les réactions internationales aux crimes sionistes en Palestine se succèdent avec des condamnations en cascade. À Londres, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté pour protester contre les bombardements à Gaza. C'est le cas également en Jordanie où des milliers de personnes ont battu le pavé à la capitale Amman, dénonçant la barbarie sioniste et les crimes commis de façon répétée contre les civils palestiniens. L'actualité en Algérie, le général d'armée Saïd Chingueriha, chef d'état-major de l'armée nationale, a effectué une visite de travail et d'inspection au commandement de la gendarmerie nationale. Le chef d'état-major de l'AMP a mis en garde contre les organisations subversives qui mettent à profit les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et de subversion et tentent de créer des situations de crise et de chaos et de briser le lien étroit qui unit le peuple à ses institutions. Il a exhorté à ce titre les personnels de la gendarmerie nationale de veiller en permanence au renforcement de la relation avec les citoyens à travers l'ensemble du territoire national. En Maroc et en réponse à des appels du Front social marocain qui rassemble plus de 45 institutions syndicales et plusieurs associations, des manifestations dans plusieurs villes du royaume sont attendues afin de dénoncer la cherté de la vie et la politique antisociale menée par les autorités de Rabat. Le comité social qui regroupe des organisations syndicales et politiques a appelé à des sit-ins de protestation ce 8 avril pour que tout le monde puisse exprimer son rejet de cette politique et mettre le gouvernement devant ses responsabilités pour faire face à la cherté de la vie et penser à d'autres politiques et approches. Et dans une déclaration au site Afrique-Info, l'opposant marocain Hicham Redoui a déclaré que la conjoncture actuelle est marquée par la corruption et l'endettement et la marginalisation du peuple marocain.
Le Maroc se dirige vers la suppression des PME pour les remplacer par des projets sionistes. Maintenant, le paysage est très clair. Le Maroc se dirige vers la privatisation à tout va. En d'autres termes, tout vendre aux étrangers. Le citoyen n'a que se préparer à payer les dettes qu'il attente de la Banque mondiale. Ce même citoyen auquel on a tenté de faire croire que son ennemi numéro 1 est le peuple frère algérien, alors que le véritable ennemi du peuple marocain est la monarchie et la bourgeoisie qui l'entourent. Aussi, je pense que ces protestations sont tout à fait naturelles et elles risquent d'empirer avec la décision de l'OPEP+, qui va faire grimper les prix de l'énergie et tous les produits de consommation au Maroc, ce qui conduira certainement vers une révolution d'affamés qui précipitera la chute de cette monarchie. Dans le sillage de la guerre civile qu'avait connue le Rwanda au début des années 90, un génocide contre la minorité Tutsi a fait plus de 800 000 morts. C'était entre avril et juillet 1994. Souhila Akilel revient sur ce tragique événement qui a marqué tout un continent. Les faits se déroulent entre avril et juillet 1994. Plus de 800 000 personnes sont massacrées. Les Hutus, ethnie majoritaire au pouvoir depuis l'indépendance du Rwanda, organisent sous le regard complice de la communauté internationale une tuerie de masse visant les Tutsis et tout autre Rwandais, ambassadeurs de l'espoir et du vivre ensemble. Les rivalités funestes entre Hutus et Tutsis ne sont pas nouvelles dans le pays, ni même dans la région. Elles sont l'œuvre de l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Comme ailleurs dans ses colonies, s'est appuyée sur la politique du diviser pour mieux régner, afin d'imposer son hégémonie. Une stratégie qu'elle maintiendra d'ailleurs même au lendemain des indépendances et fera de la richesse des peuples des identités meurtrières. Si la guerre civile au Rwanda débute en 1990, elle se jouera en deux actes. D'abord, l'affrontement entre l'armée, le Front patriotique rwandais d'un côté, et de l'autre, les forces armées rwandaises, armées régulières de l'époque, fortement soutenues par la France. Cette étape se soldera par la signature des accords d'Arusha, après plus d'un an de négociations intenses entre les belligérants. Mais la propagande de la radio d'Émile Colline et l'assassinat du président rwandais Juvénal Habyarimana en avril 1994 vont sceller le sort du pays et le plonger dans les pires 100 jours de son histoire. Le 7 avril 2023 marque la 29e année de la commémoration du génocide Tutsi. Et comme chaque année, le président a allumé la flamme du deuil à l'aide d'une torche ayant parcouru le pays depuis 3 mois. Celle-ci devra y brûler durant les 100 jours qu'a duré le massacre. Si le génocide a marqué l'histoire du Rwanda et au même titre celui de l'humanité, il aura également scellé le sort de l'ensemble de la région des Grands Lacs et révélera qu'au nom des intérêts, les vies africaines comptent peu. 29 ans plus tard, les cicatrices et blessures des Rwandais sont encore ouvertes. Le défi reste le même, faire vivre la flamme de l'espoir, de la résurrection et du vivre ensemble. Et à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à poursuivre la lutte contre le discours de haine et s'opposer à toute forme d'extrémisme dans le monde. Ensemble, soyons fermes contre la montée de l'intolérance. Soyons vigilants et prêts à agir et honorons pleinement la mémoire des Rwandais qui sont morts pour construire un avenir fait de dignité, de sécurité, justice et droits de l'homme pour tous. Actualité continentale, toujours en Libye, l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a salué la réunion du groupe, le comité militaire mixte 5+5 et les commandants des unités de sécurité et militaires qui a eu lieu vendredi à Benghazi. Lors de son discours à l'ouverture de la réunion, Bathily estime que la poursuite du dialogue permet de renforcer la confiance et d'échanger des vues sur la manière de fournir une base solide à un règlement politique qui aboutira à la résolution de la crise libyenne en créant un environnement propice à la tenue d'élections complètes, libres et équitables en 2023.
Le président Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu au téléphone avec son homologue iranien Ibrahim Raisi sur un certain nombre de dossiers liés à la coopération bilatérale, mais également des développements régionaux, à commencer par les incursions sionistes contre Al-Aqsa. Au cours de l'entretien, le président Erdogan a souligné l'importance de l'unité du monde islamique contre les attaques inhumaines croissantes de l'entité sioniste en Palestine, en particulier à Al-Aqsa. Le président turc a par ailleurs appelé à des efforts conjoints pour protéger le statut des lieux saints dans les plateformes internationales, en particulier au sein de l'Organisation de la coopération islamique et les Nations unies. Au Liban, la force intérimaire des Nations unies a ouvert une enquête sur les tirs de roquettes et les frappes aériennes sionistes qui ont eu lieu dans le sud du Liban ces 2 derniers jours. La FINUL a indiqué que les casques bleus, avec le soutien de l'armée libanaise, se sont rendus sur les sites de tir et des points d'impact des roquettes et des missiles afin de recueillir les preuves et établir les faits. Et puis du nouveau dans le dossier du Yémen, et selon l'agence Reuters, 2 délégations saoudiennes et omanaises vont se rencontrer la semaine prochaine dans la capitale yéménite Sanaa pour des négociations sur l'accord du cessez-le-feu entre les parties belligérantes, prélude à la fin d'un conflit qui dure depuis 8 ans. À noter que cette démarche s'inscrit en droite ligne avec les efforts annoncés dernièrement par le Conseil de sécurité de l'ONU en vue d'aplanir les conflits et d'aboutir à un cessez-le-feu prochain. Toujours selon Reuters, en cas où les pourparlers mèneront vers un accord, celui-ci devrait être annoncé avant la fin du mois de Ramadan. En mer de Chine, les autorités de Pékin ont entamé aujourd'hui le lancement des patrouilles de préparation au combat et des exercices militaires autour de l'île de Taïwan. Ces exercices qui dureront jusqu'à lundi prochain surviennent dans un contexte de tension autour de la question taïwanaise. Les détails avec Safouane Ben Sabri. La tension est montée d'un cran autour de l'île de Taïwan alors que la Chine opère une vaste série d'exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Les autorités taïwanaises ont déclaré avoir détecté 9 navires de guerre et 71 avions de chasse. C'est une véritable armada qu'a mobilisé la Chine, et ce en réponse au déplacement de la représentante des autorités taïwanaises aux États-Unis ce mercredi 5 avril. Tsai Ing-wen a rencontré à Los Angeles le 3e personnage de l'État américain, Kevin McCarthy, ce qui a déclenché l'ire de Pékin, qui estime que Washington procède de la sorte à une ingérence pure et simple. Les États-Unis avaient alors montré une volonté claire d'armer Taïwan. En tant que président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, je signe toutes les ventes militaires étrangères, y compris les armes à Taïwan. Et je vous promets, Madame la Présidente, que nous livrerons ces armes. La Chine, en plus des exercices militaires de grande ampleur, a tenu à rappeler sa ligne de conduite concernant l'île. La réunification pacifique et un pays de système tiennent pleinement compte de la réalité à Taïwan et sont propices à la paix et à la stabilité durable à Taïwan après la réunification. C'est notre politique de base pour résoudre la question de Taïwan et la meilleure façon de parvenir à la réunification nationale. Les tensions entre Washington et Pékin ne semblent pas aller vers l'apaisement, tant la question taïwanaise est primordiale pour la Chine, ce que Washington peine à prendre en considération. La visite du président français Emmanuel Macron en Chine s'est achevée hier sur un bilan mitigé. C'est ce que rapporte ce samedi la presse française. Une visite de 3 jours durant laquelle le président français a tenté de séduire Pékin sur les dossiers de coopération bilatérale, mais également sur l'épineux dossier de la médiation chinoise entre la Russie et l'Ukraine. Les détails avec Lila Gertal. Macron revient de sa visite presque bredouille, accueilli en grande pompe par son homologue le président chinois Xi Jinping. Macron n'est pas retourné chez lui les mains pleines comme il l'aurait souhaité. L'objectif, entre autres, de cette visite de Macron était de convaincre le président chinois de ne pas prendre cause et effet pour la Russie concernant le conflit en Ukraine. Mais cet objectif n'a pu être atteint
car pour Pékin, la guerre en Ukraine est le résultat des menaces que l'Occident fait peser sur la Russie. Autre point non moins important est de rappeler à la Chine qu'il ne fallait pas qu'elle soit un facteur de division des Européens, ce qui explique la présence d'Ursula von der Leyen et les critiques acerbes lancées par la responsable européenne à l'encontre de la Chine. Elle qui pense que le règlement des différends commerciaux doit se faire par les voies diplomatiques. Sans oublier bien entendu le fâcheux dossier du Taïwan où Macron a rappelé toutefois que la France respecte et poursuit la politique d'une seule Chine. Ce qui ne semble pas du tout avoir intimidé, un tantinet soit peu, le flegme du président chinois. Qu'est-il resté donc au président Macron, après avoir compris sa douleur, que de discuter des relations bilatérales tout en sachant que sur le front interne, la situation n'est pas des plus reluisantes avec des manifestations contre les réformes sur la retraite, sa crise avec l'Allemagne et le malaise de plus en plus perceptible entre Macron et Borne selon la presse française. La presse française évoque une visite mitigée. Un voyage sans illusion, diront les médias. Toutefois, une série d'accords a été signée entre les deux pays et cette visite, de l'avis des avertis, a eu au moins le mérite de réengager le dialogue, même si elle n'a pas bouleversé la donne diplomatique. Et France toujours, la mobilisation populaire contre la réforme du régime des retraites se poursuit en France après l'échec de la réunion entre les syndicats et la chef du gouvernement Elisabeth Borne. L'intersyndicale campe sur ses positions et exige toujours le retrait du texte. À noter qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 13 avril prochain. Conflit en Ukraine, à Bakhmout, les Russes resserrent leur tenaille autour de la région en dépit de la résistance ukrainienne qui fait face à l'avancée des troupes de Moscou. Au même moment, des rapports occidentaux font état d'un revers ukrainien sur le terrain. Les détails avec Kherdin Batash. La ville de Bakhmout, un puzzle en plein conflit russo-ukrainien qui s'est intensifié aux abords de cette région et dont les rapports occidentaux font maintenir le mystère sur l'étendue d'une domination russe ou une résistance ukrainienne. Selon la défense britannique, les forces russes ont pris le contrôle de la rive ouest de la rivière de Bakhmout, menaçant la voie d'approvisionnement pour les troupes de Kiev. Les unités de Moscou ont pu réaliser une avancée sur le nord-ouest de la ville, notamment au niveau des quartiers résidentiels, bâtiments administratifs ou encore des zones industrielles. Et pour contrecarrer les plans russes à travers ce gain de terrain, les forces ukrainiennes tentent de se redéployer vers la ville d'Avdivka. De son côté, la défense russe a annoncé ce samedi que ses forces avaient neutralisé près de 600 soldats ukrainiens sur 5 principaux axes de combat au cours des dernières 24 heures. Avant ces développements, les forces russes ont pris le contrôle de plus de 85% de la ville, tandis que les forces ukrainiennes n'ont contrôlé plus que 10%. À noter que la ville de Bakhmout connaît des batailles intenses depuis plus de 8 mois. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité sur Al 24 News continue. Excellente soirée à tous.